Bonjour à tous. Donc, on a décidé de faire cette petite conférence pour vous présenter une transformation DevOps qu'on a fait au sein d'une tribu à la Société Générale, donc chez Hightech. La tribu, c'est Hightech FCC OSD pour la pub. Il y en a beaucoup dans la salle. Un petit levez la main, les gens de. Oh, il n'y en a pas tant que ça en fait, désolé. Mince. Je m'attendais à plus de monde, c'est dommage. Ok, mais donc peu importe, on va vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a fait. On va commencer par vous présenter un peu de contexte parce que ça explique pourquoi on est passé au DevOps. Parce que finalement, le DevOps, c'est un gros buzzword. Tout le monde veut le faire, mais il faut en avoir besoin déjà. Et en fait, le contexte qu'on va vous montrer explique en fait la démarche qu'on a eue par la suite. Pour mettre en place le DevOps, c'est pas si simple que ça. Par exemple, il faut changer le mindset des personnes ou changer la façon dont on travaille, dont on s'organise. Il faut s'outiller correctement aussi. Si on fait de l'outillage en mode scripting à l'ancienne, bah, on crée un château de cartes qui va s'effondrer. Voilà. Donc moi, je m'appelle Wilfried. Je suis responsable du chapter Ops et Deploy. Et voici Igor. Igor Lovitch, pareil, de côté dev. On peut voir qu'il a l'habitude de la scène. Je suis concis. Donc, un peu de contexte. Moi, je suis vieux, hein, j'étais là au tout début. Quand je rejoins le périmètre, en fait, on avait trois grosses applications, des monolithes, qui avaient tous les problèmes que vous pouvez imaginer avec les monolithes. Ils étaient longs à livrer. Pour avoir un feature, au meilleur des cas, ça prenait 4 mois, en général plutôt 6. Par contre, ils avaient certains avantages par rapport aux Ops. Il y avait très peu de jobs, il y avait très peu de builds, l'infra est très simple à gérer, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Pour les builds, par exemple, il y en avait, au meilleur des cas, 1 par jour. Ce n'est pas compliqué à gérer. Et maintenant, à peu près 4 ans, on a commencé une transformation, un microservice. Voilà, il y a des avantages, c'est résilient, c'est fast to build, ils sont indépendants, les features partent rapidement. Il y a certaines équipes qui livrent tous les jours, il y a des autres qui livrent à la fin de sprint, donc tous les 2 semaines, mais c'est beaucoup plus rapide. Par contre, point de vue complexité, le pipeline d'intégration continue, la complexité a bien augmenté. On a actuellement à peu près 60 microservices. On a à peu près 80 développeurs. On build à chaque commit. Donc il y a des jobs qui tournent en permanence. Et ce n'est pas une job. Il y a des jobs de pull request. Il y a une dizaine, vingtaine de jobs qui tournent tout le temps. Donc gérer ça de manière manuelle, c'est devenu impossible. D'autant plus que... Avance pas les slides. Pas maintenant. D'accord. Merci. Non, mais en fait, je voulais juste rajouter une chose. C'est qu'en fait, on a fait cette transfo en microservices, mais on a encore, en tant qu'Ops, les vieux monolithes à gérer quand même. Voilà, donc les vieux services qui tournent sur des VM Windows. Plus, on a l'entre-deux. Quand on est actuellement, la plateforme, une grosse partie de la plateforme tourne sous forme de microservices Docker. Mais au début, les microservices, ils ont été faits sur des virtual machines Linux assez standards. Et du coup, la complexité, elle est d'autant plus accrue qu'il faut continuer de gérer le legacy du legacy, et enfin ce qu'il y a de neuf. Donc ça apporte encore plus une complexité qui est extrême. Moi, je suis arrivé dans cette équipe il y a un peu moins d'1 an et demi, et quand je suis arrivé, c'était ça. Ouais, l'image est un peu dramatique. Non, mais non. Moi, on me demandait, tu venais me dire, ok, dans quel état est l'UAT? Down. Mais non. Je te disais, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas capable de savoir en fait, parce que en fait, on a une application, voilà, comme le disait Igor, avec au moins 60 microservices. Donc, comment savoir ce qui est up, ce qui est down? Est-ce que la release elle a été livrée sur 10 microservices, sur un microservice? Est-ce que les microservices fonctionnent? Voilà, bah, c'est impossible de savoir. En fait, c'était assez progressif. On a commencé avec ce qu'on savait. Donc, on avait un microservice, 2 microservices. On continuait de les livrer de manière un peu plus automatique, mais un peu, on va dire, à l'ancien. Et en fait, au bout de masse critique de microservices, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus continuer de la même manière. OK. Et alors, un deuxième élément de contexte,
c'est dans l'autre sens, désolé. Voilà, c'est qu'on travaille, on travaille dans une banque. Donc c'est pas aussi simple que travailler dans d'autres milieux. La sécurité et la régulation, c'est extrêmement important. On ne peut pas utiliser un GitLab qui va générer, qui va générer un pipeline à la volée. On n'a pas accès direct aux images Docker publiques. Les images Docker qui tournent sur notre production et sur nos environnements sont des images qui ont été signées, etc. Il y a tout un process de validation. Idem, on utilise Puppet, on n'a pas un accès direct à la Puppet Forge. Mais par contre, c'est quand même pas si mal que ça, parce que si par exemple moi je crée un cookbook Nginx pour installer un Nginx sur un serveur, je vais pouvoir le submitter et toutes les personnes de la Société Générale vont pouvoir le réutiliser. Donc on a quand même des repositories internes à la Société Générale. Et le régulateur nous oblige certaines choses. Typiquement, on devrait toujours pouvoir dire quel jour, quelle version du binaire a tourné en production, quelles sont des codes sources, quelle version de code source est utilisée pour builder cette version. Et ça s'applique aussi pour les données. On devrait pouvoir restaurer des données de n'importe quel jour. Et sur des deals qui durent sur une vingtaine d'années, on devrait pouvoir restaurer les données qui datent potentiellement d'il y a 20 ans. Et quand on parle de durée si longue, ce n'est pas seulement les données qui sont importantes, c'est aussi la version du code, du Mongo, Oracle, qui est utilisée pour tenir ces données, qui est important. Du coup, c'est très très difficile de dire ah, tiens, on a besoin d'une base orientée document, on va popper un Mongo ou Couchbase et l'utiliser. En fait, si on n'utilise pas les services fournis par l'IT de la banque, cette responsabilité revient vers nous. Donc c'est un peu le contexte. Voilà, c'est assez compliqué. Et c'est pareil, par exemple, le régulateur nous impose de faire tomber un data center de temps en temps et de vérifier que les applications fonctionnent, etc. Donc on est dans un environnement qui est challenging, on va dire. Et idem, on a beaucoup de données sensibles. Donc l'idée, c'est pas de donner un accès, enfin les mots de passe de production à des personnes qui sont amenées à travailler sur la partie de développement. L'idée, c'est de faire ça intelligemment, de fournir des outils et que les personnes aient les informations qu'il faut pour pouvoir débugger en production. Voilà, donc maintenant, on va un petit peu parler du DevOps. Alors, c'est quoi le DevOps, Igor? Je ne sais pas. Toi, tu sais? Non, je ne sais pas. Non, mais surtout, je vais vous dire ce que DevOps n'est pas. D'accord? DevOps, ce n'est pas un autre mot pour appeler votre équipe de Ops. Ce n'est pas non plus une autre équipe entre les devs et les Ops. Et ce n'est pas vraiment une rôle, d'accord? C'est plus un mindset de collaboration entre les développeurs et les ops. Oui, effectivement. Et donc voilà, donc pour mettre en place ce DevOps, on a décidé de travailler sur plusieurs axes. Donc le premier axe, c'était d'améliorer le feedback. Parce que finalement, pourquoi je n'arrivais pas à dire que l'UAT ne marchait pas? Parce que finalement, j'allais pas vérifier les 60 microservices en tapant des URL ou enfin peu importe. J'avais besoin de feedback. J'avais besoin que la plateforme m'apporte des feedbacks. Donc besoin de monitoring et d'alerting. Même chose pour le build. On a des centaines de repositories de code et il suffit qu'il commence à y avoir un problème avec un serveur de build, le serveur Jenkins. Et là, on se retrouve avec une usine de build qui est complètement bloquée, avec des dizaines de jobs qui sont en attente, et puis une sorte d'effet d'avalanche. Donc on a besoin d'un feedback rapide. C'est nécessaire pour pouvoir mettre en place une démarche de DevOps. On a aussi besoin d'automatiser tout ce qui est automatisable. Donc le build, le déploiement, le monitoring, l'alerting, tout doit être automatisé. Il faut bannir n'importe quelle tâche technique manuelle. Voilà. Et l'idée sous-jacente, bien sûr, c'est donner plus les responsabilités aux équipes de développeurs. D'accord? Donc c'est le you code it, you own it. Donc de la première ligne du code qu'on écrit dans l'IDE jusqu'à la prod et après. D'accord? C'est surtout pour éviter ce type de choses. Donc historiquement, les développeurs aiment bien committer dans Git. D'accord? Ça marche pour lui, ça marche pour les testeurs. Après, on donne le package à l'équipe d'Ops et c'est plus notre problème.
On essaie de changer le mindset, et ça c'est la chose qui est le plus difficile à changer. C'est la responsabilité est donnée à l'équipe. Ouais. Et il n'y a pas que le mindset des devs qu'il faut changer aussi. Les ops sont pas mal aussi dans le genre mindset compliqué à changer. Voilà. Il n'y a pas que les développeurs. Moi, je viens d'un monde ops. Et effectivement, commencer à faire du testing et à faire du code propre, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut se faire mal. Et je voulais juste appuyer sur le fait que souvent, on montre ça, on montre que les devs, ils balancent les trucs. Et les ops, ils ont aussi beaucoup de choses à apprendre des développeurs. Et c'est un peu ça le sens du DevOps. Mais en fait, le mindset, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à changer. Donc, pour changer le mindset, on s'est un petit peu réorganisé. Donc, on s'est organisé en feature team. Ça fait combien d'années qu'on est en feature team 4 ans, voilà. Donc, il y a à peu près 4 ans, on a commencé une transformation agile à l'échelle. Je crois que ça a été présenté juste avant par Philippe Maurer. Et donc voilà, donc on s'est organisé en feature team, donc des équipes spécialisées en fonction d'une fonctionnalité logicielle qui contient des devs, des QA, des PO, la totale quoi. Bientôt support, des ops, voilà. Donc on a une organisation en quelque sorte verticale en fonction des features. Après, pour donner du lien, pour que tous les testeurs fassent la même chose, on s'est organisé sous forme de chapters. On a créé des chapters qui sont un regroupement de la communauté, par exemple, de tous les testeurs au sein des feature teams. Il y a des cérémonies toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour discuter. Il y a un backlog commun au niveau des chapters. Donc en fait, on travaille sur 2 types de backlog. Un backlog feature vertical et un backlog qui va être plutôt orienté par rapport au chapter, donc qui va être plutôt horizontal. Après, juste pour ajouter, c'est pas magique. C'est très difficile de convaincre les PO d'avoir le bande passante, de travailler sur des sujets un peu transverses, payer de la dette, mais c'est très important. Effectivement. Aussi, il a fallu qu'on travaille sur les outils de communication. On sait très bien que personne ne lit ses emails, que les ops nous envoient des milliers d'emails d'alerte tous les jours, qu'au final on finit par pas lire. Donc déjà, les emails, c'est à bannir. Un email, ça doit être une exception. Skype, c'est pas super. Donc on utilise un outil qui ressemble à Slack, qui s'appelle Symfony, qui nous permet d'avoir des canaux de discussion dédiés sur des sujets précis. Même ça arrive qu'on ait un problème de production, on va créer un channel dédié et on va faire vivre ce channel le temps que le problème soit réglé. Après, on le tue. Et cet aspect de collaboration est d'autant plus important puisqu'on n'est pas tous colocalisés au même endroit. On a des équipes à Bangalore, donc en Inde, on a des équipes à La Défense et à Val-de-Fontenay. Donc pour que tout le monde sait ce qui se passe, pour garder de la cohérence, il faut s'appuyer sur les outils de collaboration. Et le dernier point, pour changer un peu la manière dont on travaillait, on organise des BBL. On a beaucoup de gens qui sont super moteurs dans notre tribu pour faire des BBL, pour faire des conférences, des meet-up. On organise aussi des hackathons. Par exemple, la semaine entre Noël et le jour de l'an, étant donné que dans à la Société Générale, en fait, il y a un freeze de fin d'année. On ne peut pas livrer. Donc, vu qu'on ne peut pas livrer, on en profite pour faire un truc qu'on appelle un weekathon. On prend une semaine complète pour des sujets qui nous intéressent et puis on essaie de les arracher en une semaine. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui fait que le mindset change et puis on devient de plus en plus DevOps. Maintenant, c'est pas la fête non plus. Voilà. Donc l'idée, c'est que les tâches manuelles sont interdites. La réalité, c'est bon, on n'y est pas encore. Mais ce qu'on veut, c'est qu'un package soit autoporteur de tout, de la configuration, de tous les scripts, des scripts SQL, de scripts shell à exécuter pour le livrer d'un environnement à l'autre. D'accord ? Donc pour ça, on a s'appuyé sur des technos comme Liquidbase, Flyway. Mais c'est vraiment, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y a un checklist ou une procédure pour déployer quelque chose quelque part. Où on ne veut pas qu'il y ait une petite maintenance qui soit faite par quelqu'un tous les matins en arrivant, et puis subitement, pendant les vacances de cette personne, il y a un truc qui ne marche plus. On ne sait pas pourquoi. On passe 3 jours à le débugger, et on se rend compte qu'en fait, c'était Robert qui lançait un petit extract de data tous les matins pour que l'environnement il soit up. Voilà, donc ça, on n'en veut pas du tout.
C'est compliqué, comme je vous l'ai dit. Déjà, c'est aussi que les ops, il faut qu'ils s'y mettent un petit peu à faire du code, à faire des outils qui sont autres que les script shell qu'on a fait pendant des années ou du petit outillage, un petit peu du bricolage. Il faut faire vraiment des choses qui ont le même niveau de qualité que l'application. Donc, puisque ce code, il va avoir un cycle de vie, il va vivre longtemps potentiellement, puisque maintenant tout est automatisé. Il y a des gens qui vont contribuer, les gens vont partir, d'autres qui vont arriver. Et pour éviter que ça devienne un monolithe en spaghetti, il faut au moins essayer de pratiquer clean code. Ça veut dire bien nommer les choses, bien tester les choses. Voilà. Et même chose côté développement. En fait, côté développement, on va demander aux développeurs de maintenir les environnements et de s'occuper de leur et de s'occuper de leurs microservices, mais pas que. Enfin, si par exemple, je sais pas, il y a plein de microservices qui tombent parce qu'il y a un compte qui est loqué sur une base de données, et ben la personne qui s'en rend compte s'occupe de faire déloquer le compte ou de le déloquer soi-même si on a l'outil qui correspond. Voilà. Voilà. Ça, c'est un point super important. C'est que c'est bien de demander aux développeurs de s'occuper des environnements, de faire du support, mais il faut leur fournir des outils. Il faut leur fournir, parce qu'on ne va pas leur demander de créer des certificats à la volée ou des DNS ou de s'occuper de, je sais pas, n'importe quel composant infra. C'est peut-être pas leur spécialité. Donc, il faut leur fournir des outils. Et cet outillage, il faut le structurer correctement pour qu'on ait quelque chose qui soit maintenable. Donc voilà. On a la chance à la Société Générale quand même d'avoir beaucoup d'API. En gros, chaque brique d'infrastructure, tout ce qui est DNS, serveur, base de données, les certificats, on peut faire pas mal de choses avec. On peut créer des certificats, révoquer des certificats, rafraîchir des bases de données, tout ça sous forme d'API. Donc les API ne sont pas toujours super simples à utiliser. Donc on a créé une sorte de librairie de wrappers, on a différents wrappers. Et je vais particulièrement donner en exemple celui pour générer des certificats, qui a été fait par un développeur, pas par un ops pour le coup. Séraphin, je ne sais pas s'il est là. Non, voilà. Voilà, donc cette brique pour générer les certificats, qui est tout en bas. Elle est au niveau infrastructure. Donc elle est à la fois utilisée parfois par des ops ou des devs si jamais il y a un certificat qui a expiré. Il faut qu'on mette à jour le certificat sur une application. Et on va utiliser ce wrapper dans un job Jenkins pour générer des certificats et comme ça, voilà, on sera autonome. Mais ce wrapper, il est aussi utilisé par les microservices qui tournent sous Docker. Au démarrage des microservices, le microservice va vérifier est-ce que j'ai mon certificat, est-ce qu'il est toujours valide. S'il n'est pas valide, je régénère un certificat et je le stocke dans Vault. Donc c'est important vraiment de faire un tooling et une automatisation qui fonctionne sous forme de briques réutilisables, parce que sinon on fait du jetable et c'est pas pérenne. C'est pas pérenne. Donc en haut de la pile, en fait, il y a quelque chose qui s'appuie sur toute cette pyramide, c'est le générateur d'applications, de microservices. Merci Hakim. On s'est rendu compte assez vite qu'un développeur mettait beaucoup de temps à générer une application et la déployer. Des fois, les gens mettaient 4 à 5 jours juste pour déployer une coquille vide sur un environnement. Donc, un générateur a été créé qui suit toutes les meilleures pratiques d'architecture hexagonale, qui s'appuie sur tous les scripts d'infrastructure pour générer un service. On clique un bouton et 10 minutes plus tard, il y a un service qui est déployé avec les certificats, avec les bonnes URL, avec les bons repos, avec les bons jobs Jenkins. Et comme ça, le développeur peut se concentrer sur la logique métier. Voilà, donc ça c'est un exemple d'outillage. Et ce générateur d'applications, il est d'autant plus important que une grosse partie de notre automatisation se base sur les conventions de nommage. Les conventions de nommage, en fait, c'est la clé pour avoir une automatisation robuste et qui tient dans le temps. Faut arrêter de faire du fine-tuning et de l'artisanal pour chacune des choses. C'est un peu l'idée qui existe depuis longtemps dans l'informatique, c'est convention over configuration. Donc on veut configurer le moins possible et faire des choses par défaut. Donc chez nous, si on a un nom de service,
On peut trouver son repo Git, on connaît les certificats qui vont être générés, où ils vont être stockés, on connaît les noms DNS de ces services, on connaît les jobs Jenkins qui vont être générés, plein de choses, juste basées sur le nom. On peut overrider ça, on peut changer, mais par défaut, on ne le fait pas. Voilà. À titre d'exemple, on a choisi de splitter les repos de code et des repos qu'on appelle des repos-run, dans lesquels il y a la configuration des environnements et aussi les fichiers, les Jenkins files, qui vont générer les pipelines de déploiement de l'application sur les différents environnements. Et toute cette mécanique en fait est basée sur le nom des branches. Donc si votre branche s'appelle intégration ou UAT, votre microservice il va automatiquement être déployé sur l'intégration ou sur l'UAT. Si jamais il est flagué production, il sera visible uniquement par des gens habilités pour faire des déploiements en production. Donc voilà, donc cette convention de nommage, c'est vraiment la clé pour avoir une automatisation efficace. Voilà. L'intégralité de nos jobs de build et de nos jobs de déploiement en fait sont complètement générés à la volée et sont complètement automatisés. Donc on a créé un ensemble de librairies Jenkins pour donner en fait le pouvoir aux développeurs de créer leur build, créer leur job de build et de créer leur job de déploiement sur l'ensemble des environnements. Ce qui est super important, c'est que la petite fonction là, que vous voyez peut-être au milieu qui s'appelle Build Maven, et ben voilà, tous les développeurs vont utiliser cette fonction Build Maven pour builder leur application. L'avantage, c'est que si jamais, je sais pas, il faut changer la commande Maven en dessous pour builder l'application, eh ben on va pouvoir le faire de manière transparente. Idem, on a une partie de notre application qui est déployée en utilisant XLDeploy et une autre partie de l'application qui est utilisée pour déployer Docker. Et ben cette complexité, en fait, elle est masquée à l'intérieur de ces fonctions Jenkins. Et c'est le type d'outillage qu'on fait pour donner de l'autonomie aux développeurs. Les développeurs peuvent générer leur pipeline de déploiement de manière complètement autonome. Ils n'ont pas besoin de demander un Ops. Juste pour attirer votre attention, ça c'est un peu l'aspect clean code. La fonction s'appelle build Maven. Elle va builder le projet. Pareil pour le Docker Compose Deploy. On sait ce qu'il fait. On a travaillé un petit peu avec les Ops pour qu'ils appliquent ces pratiques. Ces fonctions sont également testées. On n'a pas commencé, parce que c'est Jenkins Pipeline, les gens de Ops, a priori, ils ne testaient pas. Jusqu'à le premier jour, où en committant quelque chose, en modifiant une fonction, ça cassait tous les builds. Donc il y avait 60 ou 70 builds qui étaient cassés. Et donc c'est devenu important de faire, on n'est pas encore TDD, mais il y a des tests pour toutes ces fonctions Jenkins et on essaie d'avoir des tests pour toutes les scripts d'infrastructure. Voilà. Donc pour vous donner une petite illustration, voilà, ça ressemble à ça. Les Jenkins files à l'intérieur de nos repositories, on utilise un plugin qui s'appelle GitHub Branch Source Plugin, qui est un peu comme le multi-branch pipeline plugin. C'est assez fréquent de nos jours, mais c'est un plugin qui va scanner toute notre organisation GitHub. Et à chaque fois que si le repo est bien nommé et si les branches sont bien nommées, on va générer à la volée donc, le pipeline de déploiement ou le job de build. C'est-à-dire que si jamais demain je dois reconstruire un nouveau serveur Jenkins, eh ben, j'ai juste à reparamétrer ce plugin et l'intégralité de mes jobs, on a à peu près 1000 jobs, nos 1000 jobs vont être régénérés en quelques minutes. Voilà. Et donc ça, c'est la clé pour avoir une bonne automatisation. Alors maintenant, on a quand même une grosse application. Comme je vous disais, on a on a pas loin de 1000 jobs Jenkins. Et en exécution quotidienne, on doit avoir 400 builds à peu près par jour. Donc voilà. Comment on gère ça? On a 350 repositories. Comment on fait pour mettre à jour tous ces Jenkins files? Donc, merci, Will. Donc, on a beaucoup de repositories et c'est un nombre qui ne cesse pas de croître. Des fois, au bout de certains nombres, c'est devenu assez difficile parce qu'on s'est retrouvé avec les problématiques des modifs en masse. Par exemple, quand la version de l'image Docker de base changeait, en fait, il fallait les modifier dans tous les projets. Au début, on faisait ça à la main, mais vite fait, ça est devenu pas possible. Donc, on a un architecte chez nous, Vincent Fuchs, qui a créé
2 applications qui étaient open sourcées sur GitHub, Société Générale. Il y a GitHub Crawler, c'est un recherche un peu plus poussé sur GitHub qui te permet de chercher dans tous les repos, dans toutes les branches, des patterns qui ont spécifié. L'avantage également, c'est qu'elle sort les résultats dans Elasticsearch. Donc on peut créer des dashboards pour suivre l'évolution et les résultats de nos recherches. Donc si on veut connaître les versions de l'image de base qui est utilisée dans nos microservices, on sait exactement combien il nous reste à migrer. Et la deuxième partie, c'est le CI Droid. Ça, c'est la partie Replace, du Search and Replace. C'est l'appli qui va prendre les modifs qu'on veut faire et va créer des pull requests sur Git pour les modifications. Voilà, ce qui est important en fait, c'est qu'on crée des pull requests. On ne va pas modifier pour les développeurs l'intégralité de leur Jenkins file parce qu'ils ont le ownership de leur appli. Il faut qu'ils sachent que leur image de base a été modifiée. Donc on leur fait la modif, ils valident la pull request et voilà, quoi, tout le monde est informé. Alors après, comme je vous disais, on a une application donc avec beaucoup de microservices. Igor disait 60, mais on est plus proche de la centaine si on compte tous les batchs, les composants techniques, etc. Ça réparti sur une dizaine d'environnements, ben voilà, ça fait 1000 choses à vérifier en permanence. C'est extrêmement compliqué. Donc il a fallu qu'on s'outille pour faire ça. Du coup, on a développé un dashboard assez basique. Donc c'est un dashboard. Surtout pour les gens qui utilisent GitLab ou des outils similaires. Oui. Mais nous, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, on ne peut pas l'utiliser, donc on l'a redéveloppé. Voilà. Donc c'est un outil hyper basique qui liste nos microservices. On a la liste des environnements, la version du microservice par environnement, et les petites couleurs sont générées à partir du SHA-1 de Git. Et ça nous permet de savoir que, par exemple, ce qui s'appelle ElastAlert, entre l'homologation et l'UAT, on a un diff de version. Et ça va être utilisé par les QA ou les product owners quand ils vont préparer une mise en production, par exemple. Ils vont prendre, par exemple, la version d'ElastAlert en homolo, plus la version de Zipkin, et ils vont le déployer donc, sur l'UAT. Et pareil, côté support fonctionnel ou côté Ops, ou dans certaines équipes qui sont les plus matures, c'est les PO ou les QA qui font les mises en production. Idem, en fait, ils vont voir la première ligne, en fait, c'est pas la peine de mettre en prod. Elle est déjà entre UAT et production, on est déjà bon, donc c'est pas la peine. Donc ça permet en fait d'avoir une visu directe de l'état des versions de nos microservices. On a en plus pas mal de petites fonctions qui permettent de par exemple redéployer la même version avec de la conf différente, de faire des diffs dans Git. Voilà, donc ça c'est un outil qui a été développé un peu au fil de l'eau, qui utilise les API de Jenkins, les API de Git, les API de quoi d'autre, de Docker, XL Deploy, etc. C'est assez simple, mais c'est devenu en fait le cœur de notre outillage. Et on n'a pas tout mis, mais même au-dessus, il y a des liens. Enfin, ça sert vraiment à opérer notre plateforme. Oui, mais ça a donné l'outil aux PO, aux devs pour faire les déploiements eux-mêmes. Ouais, exactement. C'est grâce à ça, oui, qu'on a pu donner les clés du camion à la production à pas mal d'équipes, en fait. Voilà. Malheureusement, ça ne fait pas encore le monitoring. Donc, pour le monitoring, nos microservices envoient l'intégralité de leur log dans des index Elasticsearch. On a aussi des microservices de type Heartbeat qui vont pinguer l'intégralité de nos microservices et qui vont, pareil, mettre l'information dans des Elasticsearch. Ça permet après aux équipes de faire ce qu'ils veulent avec cette donnée. Il y a un certain nombre de dashboards qui sont créés pour suivre l'état de service, mais après, les données sont là, les équipes sont libres de faire ce qu'ils veulent, créer des alertes, ce dont ils ont besoin, ou des dashboards, ce dont ils ont besoin pour assurer que la production et les autres environnements fonctionnent. Voilà, on a pas mal de effectivement, de dashboards standards. Genre le dashboard avec 4 cadrans, là, c'est du management visuel. C'est super efficace. C'est sur des gros écrans à notre étage, au boulot. Et là, on voit clairement que sur l'homolo, l'integ et la prod, il s'est passé quelque chose à 15h10. Et quand on va faire l'investigation,
Bon, déjà, on va se dire c'est un composant commun quoi, qui a merdé. Donc, ce genre de management, ça permet vraiment d'accélérer les investigations et c'est du feedback vraiment nécessaire qui provient de l'application et qui permet d'être plus efficace. C'est un dashboard qui n'est pas réservé aux ops, qui est aussi ouvert aux développeurs, qui peut être amélioré par les développeurs ou par les ops en fonction des besoins. Voilà. Si on rappelle des principes de craftsmanship, hein, donc le premier, c'est pas seulement des applications qui fonctionnent, mais des applications qui sont bien écrites. Donc on essaie d'appliquer ce clean code, des tests, des nommages sur le code qui est fait pour Ops. D'accord. Le deuxième principe, c'est qu'on ne privilège pas que des individus et des interactions, mais avoir une communauté. Donc ça, on essaie de faire avec des chapters, des guildes, des meetups, des BBL. Ce qui est important de dire, c'est que on a un chapter DevOps donc, qui inclut des ops et des devs. Il y a un chapter tech qui inclut des ops et des devs. Enfin, voilà, au final, nos chapters, ils ont des noms différents, ils ont des sujets différents, un backlog un peu différent, mais on se retrouve un peu tous tout le temps en train de travailler sur des sujets, voilà, tous ensemble. We are one. Et voilà. le troisième principe, c'est la livraison de valeurs de manière incrémentale. Donc voilà, via des petites fonctions sur Jenkins Pipeline, on peut améliorer. Je pense que le seul axe de craftsmanship, pour l'instant, c'est pas tout à fait clair. C'est le PO, d'accord, et la collaboration avec les PO. Il n'y a pas vraiment du PO. Merci Julien. C'est lui le PO normalement. C'est normalement, oui. Non, mais je pensais qu'il y avait un PO, mais il m'a dit que non. En fait, pour l'instant, c'est que le backlog de l'équipe DevOps, Ops, c'est pas une équipe, hein, mais c'est quelque chose qui est fluide, il y a des besoins qui émergent, c'est implémenté, ça continue comme ça, mais il n'y a pas vraiment au moins pour l'instant, hein, vraiment du vision produit. Donc c'est peut-être quelque chose où on devrait s'améliorer. C'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer parce que c'est vraiment, ça c'est la clé finalement de cette présentation. C'est que le tooling, pendant longtemps, comme je l'ai dit, on créait des petits scripts. On ne les testait pas, c'était des choses qui n'étaient pas forcément compatibles, qui n'étaient pas faciles à maintenir. Finalement, c'était un château de cartes. Et on l'a tous connu quand telle personne quittait l'équipe. Ah bah voilà, fallait tout refaire. Donc c'est ça, il faut vraiment traiter l'outillage exactement comme le code de l'application finalement. Il doit avoir un cycle de vie, il doit être testé, il doit être livré sur l'intégralité des environnements. Ça, c'est un point qu'on peut voir sur le dashboard. Ça, en fait, c'est de l'outillage Ops, donc un dashboard Grafana, par exemple. Et ben, vous pouvez voir qu'en fait, il a le même cycle de vie que n'importe quel autre microservice. Il est déployé sur les environnements, il est testé en UAT avant de passer en production, et si jamais en production ça ne marche pas, on a la capacité de le rollbacker. Donc voilà, donc ça c'est l'illustration parfaite de le code de tooling doit être exactement le même code que le code applicatif. Voilà, on a fini. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous deux. On va pouvoir prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des questions à poser ? Bonjour. Est-ce que vous avez eu des ops un peu old school ou des développeurs un peu old school qui ont eu du mal à accepter les changements que vos modes d'organisation, vos nouveaux modes d'organisation imposaient et comment est-ce que ça s'est passé ? Bien sûr que non. Non, non bien sûr que oui. En fait, je pense de manière assez naturelle, ce qui se passe, que ces gens ne se reconnaissent plus en fait. Et ils ont une tendance de partir. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. En fait effectivement, ils se retrouvent perdus, ils n'arrivent plus à suivre ce qui se passe. Et nous, c'est un truc qui est super important, c'est que quand on recrute, quand on cherche du monde, d'ailleurs on cherche plein de monde, il y a un stand de Société Générale là-bas. Voilà, enfin, quand on recrute, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on recrute, c'est des aspects qui sont hyper importants. On cherche vraiment des personnes qui ont un modèle hanté, qui ont une connaissance globale, qui sont spécialistes dans un domaine.
pointus dans un domaine, mais qui ont vraiment une connaissance globale. Et on parle au développeur, on lui dit, bah voilà, potentiellement, il va falloir que tu maintiennes tes features partout, sur tous les environnements. Et idem pour les ops. Pour les ops, maintenant, quand on recrute des ops, il y a des développeurs qui les voient, on pose des questions orientées développement, quoi. Ça se fait avec le turnover naturel dans les équipes, fait en sorte, aide la chose, quoi. Ça, c'est clair. Mais le revers de la médaille également, c'est qu'on attire beaucoup de profils qui sont intéressés de travailler dans ce modèle-là. Pourquoi c'est un revers? Parce que là, on a parlé des gens qui un peu old school. Donc le revers, c'est des gens qui ne sont pas old school. Ok. Si vous avez d'autres questions. J'ai rempli la quota de blagues. D'autres questions? Déjà, merci pour le talk. Et, ça vous a pris combien de temps pour arriver à un résultat comme celui-là? À partir de quand vous avez décidé d'entreprendre une démarche DevOps? Ça vous a pris combien de temps pour avoir un résultat qui semble plutôt satisfaisant? Je dirais que ça a pris 2 ans et demi à peu près. Oui. C'était pas... Honnêtement, quand on a commencé, c'était pas vraiment une décision qu'on a prise maintenant, il faut qu'on soit DevOps. C'était quelque chose de manière naturelle. On s'est rendu compte que, en fait, une équipe donc on s'est divisé en feature team assez rapidement, d'accord. Mais dans ces équipes, par exemple, on n'avait pas d'ops, d'accord. Il y avait toujours une équipe ops qui était, d'ailleurs, vous êtes toujours un peu à côté, mais un peu, ouais. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait trop de délais en fait. Si on a une équipe de ops, si on veut provisionner un environnement, on fait la demande et on attend. Nos priorités à nous ne sont pas leurs priorités à eux. Du coup, dès qu'on avait les libertés de pouvoir interagir sur les aspects infra des développeurs, ils ont commencé à faire des actions sur l'infrastructure. Donc c'était assez logique. Et pareil pour les ops, ils ont commencé à automatiser beaucoup de choses parce qu'on a commencé d'avoir beaucoup de microservices et faire des choses manuellement devenu impossible en fait. Vu l'échelle, ils commençaient à automatiser. Un petit bug, hop, il n'y a plus rien qui marche. D'accord? Parce qu'on comptait beaucoup sur cette fonctionnalité. Ouais. Ce n'était pas juste des petits scripts qui tournaient de temps en temps, c'est quelque chose qui était sollicité en permanence. Donc d'où on a dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut écrire des tests unitaires. En fait, c'est la situation, on a décidé de passer, on s'est donné une direction, on s'est dit on va en microservice, on s'organise en feature team. Et derrière, en fait, le DevOps, il est venu un peu naturellement, quoi. On n'avait pas le choix. Si on voulait continuer d'opérer la plateforme, il fallait automatiser. On a automatisé, comme le disait Igor, et voilà, au début, c'était pas forcément très bien fait. On faisait tomber la plateforme en permanence, la plateforme de build. Là, on s'est fait engueuler par pas mal de développeurs. Donc, on s'est dit bon, on va faire un peu de test. Enfin voilà, quoi. On essaie de faire du vertueux. J'ai une deuxième question. Par exemple, il y a 3-4 ans, est-ce que les devs avaient le droit de mettre en prod? Non. Non. Et maintenant, ils peuvent lancer la mise en prod comme ils veulent? Non. Non. Et je vais t'expliquer comment ça marche. En fait, on a différents niveaux de maturité en fonction des feature teams. Et en revanche, il y a une équipe, une feature team, qui est complètement autonome pour faire ces mises en production. C'est-à-dire que nous, Ops, on n'intervient plus du tout. Pour nous, les releases, c'est du non-event. Et en fait, pour faire cette ségrégation prod-dev, parce qu'elle est quand même nécessaire, on est obligé d'avoir une ségrégation prod-dev. Tu peux pas, le mec qui touche au code ne peut pas avoir accès au job pour déployer en production. C'est un principe qu'on s'est donné, c'est un principe qui est imposé par la banque, etc. Donc en fait, la feature team a été splittée en deux. Donc profil technique, profil fonctionnel. Donc ça veut dire que les QA et les PO, ils ont le droit de faire les mises en prod, et les développeurs, ils s'occupent des environnements et de la technique jusqu'à l'UAT. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait ce split. Mais non, il n'y a pas de développeurs qui ont le droit de faire des mises en prod. Mais effectivement, c'est quelqu'un de l'équipe, pour cette équipe précise, qui fait le déploiement, qui clique le bouton. Donc ça reste quelqu'un qui est de l'équipe et oui, voilà. Donc la feature, elle n'est pas terminée lundi. Ok, c'est pas grave, elle est terminée mercredi. C'est bon, on peut mettre la mise en prod. Ouais. D'accord. Et ça, avant, par contre, ça se faisait pas. Non. Non. Et est-ce qu'il y a eu des contraintes légales, ce genre de choses, qui vous ont
Il y a toujours... Hein non. On a arraché le micro. Si, il y a des contraintes. On peut continuer d'en parler après si tu veux. Après. Répondez à la Il y a une question. question. Il y a une dernière question là-bas? Je pense qu'il y a une dernière question. À 45. 50. Tout au fond là-bas. Tout au fond. Bonjour, j'ai une question. Vous avez parlé de XL Deploy et de Docker. Finalement, vous utilisez pas vous utilisez XL Deploy pour la partie monolithe, ce que je comprends, et pour la partie par contre conteneur, vous avez créé sûrement des Jenkins files qui viennent déployer cette partie-là, et vous n'utilisez pas XL Deploy? Non, parce qu'en fait, on utilise l'orchestrateur de Docker Enterprise Edition et qui vient avec un set de fonctions qui permettent de déployer des images. Il y a un registry interne aussi, un registry d'images. Et enfin voilà, en fait, il y a toute la mécanique est apportée par Docker II. Voilà. Merci Est-ce qu'on a beaucoup. encore le temps? Non, Je sais pas. d'autres? Il y a du temps? Enfin, Mélanie, peu on a importe. encore un peu de temps ou pas? Encore 5 minutes. Vous pouvez vous d'accord. lâcher sur la question. Finalement, je vais redonner à Rami. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Juste une petite question par rapport, parce que moi je suis Ops et je m'intéressais un petit peu à ce que vous faites au niveau de la gestion de votre stack, parce que vous avez beaucoup parlé de la partie applicative. Est-ce que quelque part vous avez essayé de faire la même chose au niveau, par exemple, de la gestion de vos outils d'infrastructure? Là, vous parlez de Docker ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des moyens, par exemple, de déployer votre infrastructure un peu de la même manière, un peu automatisée ou des choses de ce genre-là, pour faire évoluer justement les versions à ce niveau-là? En fait, on a un service d'infrastructure à la banque qui gère toutes les parties machines physiques, machines virtuelles, qui fournissent le cloud Docker. Donc nous, au moins pour l'instant, on n'a pas la main dessus. Par contre, il expose quand même déjà pas mal de fonctionnalités via API. Donc on peut provisionner des bases de données, on peut provisionner des middleware style Rabbit avec un web service. C'est vraiment quelque chose qui est géré à l'extérieur de votre service, quoi. Oui. Oui. Ouais. Et cet outillage, on essaye. En fait, il est dans des repos Git. Il a exactement le même cycle de vie. C'est une très bonne chose. Voilà, il a exactement le même cycle de vie que les autres microservices, en fait. Merci. Est-ce qu'on a encore des questions? Non, si, moi j'en ai une à la limite. Je voulais savoir, on me l'a un peu soufflé cette question, je voulais savoir, donc aujourd'hui vous avez migré des microservices, quelle était un peu la proportion des microservices qui ont été livrés par rapport à ceux qui sont encore dans l'ancienne version, et par rapport à ça, il y avait une question tout à l'heure un petit peu sur le temps, j'aimerais bien savoir quel temps ça a pris de migrer tous ces premiers microservices. Combien de temps vous pensez qu'il va rester pour livrer les nouveaux? Est-ce que ça suit un petit peu cette règle du 80-20 au début c'est super facile, c'est rapide et après ça suit effectivement, moi je dirais pas 80-20, je dirais plutôt 40-60. Au début, enfin voilà quoi, on a à peu près 60% de la plateforme qui tourne sous Docker, donc ça fait soixantaine de microservices à peu près. 58, voilà, ok. Et après, en fait, pour décommissionner les monolithes, on a des projets de décommission de ces monolithes, dont un qui se finit dans quelques mois. Donc on aura un des monolithes qui va disparaître. Mais oui, c'est des échelles de temps qui sont en années presque. Voilà.